tu t'emmerdes à avoir un boulot sur lequel tu vas te donner à fond pour générer des revenus, à côté de ça, tu as une inflation qui est aujourd'hui entre 4 et 5%. Donc si tu places pas intelligemment ton argent, ça revient à en perdre. Je me souviens, ça faisait 1 an que je disais que j'allais partir de là où j'étais, de la BNP. Et c'est un coup de téléphone avec un de mes meilleurs potes qui me disait « De toute façon, ça fait 1 an que t'en parles et tu le fais pas. » Et donc là, le lendemain, ma démission, elle était posée. Les gens savent au fond de ce qu'il faut faire, mais ce qui bloque, c'est le passage à l'action. Cette envie de réussir, ça peut être porté par plein de choses. Ça peut être porté par l'envie de gagner coûte que coûte, la phobie de perdre. Ça peut être l'envie de laisser une trace, une blessure que tu as pu avoir jeune. Je pense qu'il faut quand même un moteur très puissant pour ne jamais abandonner. Là, on a fait un sondage qu'on a envoyé à 2000 personnes en France. On a demandé aux gens, quand on vous parle de finances perso, quand on vous parle de gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et là, les réponses ont été à plus de 90%. Je veux de l'aide. Pourquoi est-ce que je veux investir? Il y a tellement de personnes qui veulent se lancer dans l'investissement, mais elles savent pas pourquoi. Et si tu sais pas pourquoi tu investis, ne connais pas tes objectifs, c'est impossible de les atteindre. En fait, tu as 2 manières de générer des revenus, de gagner de l'argent. La première, c'est les revenus que tu vas générer avec ton travail. La deuxième... c'est quoi les bonnes pratiques de l'investissement selon toi? Alors, je dirais que les règles d'or de l'investissement, c'est... 3 domaines qui en apparence n'ont rien à voir, partagent pourtant des valeurs très fortes. L'investissement, l'entrepreneuriat et le sport. Dans ces 3 domaines, il faut investir en soi, avoir confiance dans ses capacités et être capable de se projeter, d'anticiper l'avenir. Je crois profondément en ces principes et mon invité du jour, Aldric Emier aussi. Il a cette double casquette d'entrepreneur, investisseur que j'aime tant. Mais Aldric, c'est aussi un sportif dans l'âme. Quand j'étais petit, je voulais être champion du monde d'un sport. Et à défaut d'être devenu champion du monde, Aldric est devenu entrepreneur. Passionné d'investissement et de finances personnelles, il fonde en 2016 Tacotax, devenu Climb, avec pour objectif devenir un leader européen de la gestion de patrimoine. Cet échange, c'était l'occasion de revenir sur la difficulté principale que connaissent les Français quand il s'agit d'investissement ou d'entrepreneuriat, le passage à l'action. Donc si vous voulez mieux comprendre le monde de l'investissement, de la gestion de patrimoine ou de l'entrepreneuriat, et que vous avez envie de vous lancer, mais que vous doutez, alors cet épisode vous apportera des éclairages que j'aurais voulu connaître quand j'hésitais encore à me lancer. Bon visionnage. Avant de commencer, je tiens à remercier le partenaire de cet épisode, Trade Republic. Avec le Grand Bain, ma mission est de rendre l'éducation financière accessible à tous, et ça tombe bien, c'est également la mission de Trade Republic, qui est désormais la plus grosse plateforme d'épargne d'Europe, avec plus de 4 millions de clients. Vous le savez, une des difficultés principales quand on veut commencer à investir, c'est qu'on ne sait pas quelles actions acheter, et est-ce que c'est le bon moment pour commencer. Or, si vous suivez le Grand Bain depuis quelques temps, vous savez que je plébiscite 2 méthodes qui permettent de répondre à ces problèmes. La première, c'est la diversification, et pour ça, on va investir en utilisant des ETF, qui sont des paniers d'actions qui vous permettent de diversifier très facilement votre portefeuille. Et la deuxième, c'est l'investissement progressif. Vous allez investir une petite partie de votre épargne chaque mois afin de lisser votre prix d'entrée et ainsi vous allez vous protéger de la volatilité des marchés financiers. Ces 2 méthodes sont précisément facilitées par les plans d'investissement programmés disponibles sur l'application Trade Republic. Vous construisez votre portefeuille d'ETF et d'actions, vous mettez en place des investissements automatiques sans frais de courtage et vous n'avez plus rien à faire. Si vous souhaitez ouvrir un compte Trade Republic et commencer à investir sans frais dès maintenant, retrouvez le lien en description. Encore merci à Trade Republic, premier partenaire d'Europe pour l'éducation financière, et on reprend l'épisode tout de suite. Bah écoute, Aldric, bienvenue dans le Grand Bain. Merci. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Notamment, on va pouvoir parler de sujets qui, moi, me passionnent et qui, j'espère, intéressent aussi celles et ceux qui nous écoutent. C'est un peu ta double casquette d'entrepreneur-investisseur. J'ai déjà reçu des profils un petit peu similaires aux tiens, mais on va avoir certaines spécificités ici. Tu as fondé Climb, anciennement Tacotax, en 2016, donc tu as vu pas mal de choses dans ton parcours entrepreneurial. Je pense qu'il est assez représentatif des hauts comme des bas qu'on peut vivre, et finalement, avec tes 8 années d'expérience, la réalité derrière l'entrepreneuriat, tu l'as vécu, tu l'as vu, et je pense que ça pourrait aussi intéresser pas mal de personnes qui nous écoutent. Et aujourd'hui, beau programme. Beau programme. C'est la première partie, avec notamment le fait que vous ayez fait des levées de fonds, avec des belles personnes derrière. Il y a Xavier Niel, il y a l'équipe de Conto, et même Mathieu Stéphanie, chez qui on est aujourd'hui, et qu'on salue. Et donc comprendre un petit peu comment ça s'est passé, quel était l'objectif initial, et qu'est-ce que tu en as tiré finalement de ces différentes levées de fonds. Et enfin aujourd'hui, Climb, il y a une forte dimension communautaire, les valeurs, il y a des valeurs très fortes, notamment les valeurs liées au sport, dont tu parles beaucoup, et c'est un thème récurrent dans votre communication. Et je pense que ces valeurs-là, elles sont fondamentales, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans la vie
personnelles, comprendre un petit peu comment est-ce que ces valeurs, elles se retranscrivent dans votre activité, dans concrètement, comment est-ce que vous travaillez avec les équipes. Voilà, il y a pas mal de sportifs, notamment, on pourra reparler de ça. Donc en somme, avec toi, je voudrais qu'on parle, Aldric, de ton parcours entrepreneurial et comment tu as fait le pont entre le besoin, comment tu as identifié un besoin dans la société aujourd'hui sur les sujets d'investissement et de finances personnelles, et comment tu y as répondu. Et ensuite, on va parler d'investissement de bourse, fiscalité, tous ces beaux sujets, mais aussi d'investissement en soi. Investir sur ses compétences, investir sur sa personnalité, sur sa personne. Et je pense que c'est une classe d'actifs finalement qui est négligée par la grande majorité des particuliers, par la grande majorité des Français. On en parlait à l'instant. La plupart des personnes arrêtent de se former après les études supérieures. Et tu penses probablement aussi que c'est une grosse bêtise. On va pouvoir en parler. Ça te convient ? Parfait. Super. Écoute, première question que j'ai envie de te poser, c'est que doivent savoir celles et ceux qui nous écoutent à ton sujet ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur ton histoire pour comprendre qu'est-ce qu'on doit savoir sur ton histoire pour comprendre qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Je dirais que moi, quand j'étais petit, je voulais être champion du monde d'un sport, athlète sportif de haut niveau. Bon, le destin a fait que j'ai seulement été un bon sportif, pas un grand sportif. Et ce qu'on a quand on est sportif de haut niveau, c'est quoi ? C'est des émotions incroyables, comme de l'adrénaline, par exemple. Et donc ça, je me suis dit, dans quoi est-ce que je peux le retrouver professionnellement ? Et donc, à la fin de mes études, j'ai fait un magistère banque finance et un master à l'ESCP. Il y avait deux possibilités, c'était soit monter ma boîte, soit travailler en salle de marché. Moi, j'ai fait, comme tout le monde à cette époque-là, je suis allé en salle de marché à Londres, et j'ai eu ce que je recherchais, à savoir l'énergie d'un plateau, d'une salle, et ça, c'est ce que je voulais. J'ai eu ça pendant 4-5 ans. C'était quoi l'énergie d'une salle de marché ? T'as des traders, des vendeurs, des analystes, ça gueule dans tous les sens. Tout le monde est à fond, tu bosses avec des personnes qui sont smart. Tes clients sont les plus grands hedge funds au monde, les plus grands asset managers au monde. Enfin, ça génère plein de choses, plein d'énergie, plein de choses incroyables, et c'est ce que je cherchais. Bon, 4-5 ans à faire la même chose, c'était bon, j'avais envie de voir, d'aller dans un autre secteur. Et en fait, l'autre chose que je pouvais faire pour retrouver cette énergie, cette adrénaline, c'était quoi ? C'était évidemment l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Quelle image t'avais de l'entrepreneuriat à l'époque ? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est justement ce mélange d'émotions incroyables, parce que tu le disais dans ton intro, tu as des up and down tout le temps. C'est aussi une aventure avec des gens. Donc, pour moi, c'était la manière la plus évidente de retrouver ce que je voulais avoir. Et puis, j'avais aussi beaucoup d'amis autour de moi qui avaient monté des boîtes. Et quand ils m'en parlaient, je trouvais que cette passion qui dégageait dans leur discours, pour moi, était au-dessus que lorsque tu parlais à quelqu'un qui était épanoui dans une boîte. Et donc, je voulais retrouver ça. Tu avais quand même un lien assez fort entre le sport et le côté challenge, dépassement de soi, stimulation physique ou stimulation intellectuelle. Qu'est-ce que tu attendais finalement au niveau stimulation intellectuelle ? Enfin, quels éléments précisément tu recherchais dans l'entrepreneuriat ? C'était le côté équipe, c'était le côté stimulation, c'était le côté financier ? C'était, je dirais, le côté people et le côté énergie. Quand je dis people, c'est le fait de recruter des gens avec qui tu matches au niveau des valeurs, et de recruter aussi des gens qui partagent un objectif, une mission, et un objectif donc de réussite et de performance. Moi, quand j'ai monté Climb, on voulait répondre à un besoin, ça on en parlera après, mais c'est surtout cette envie de laisser une trace avec une boîte qui va réunir des personnes centrées autour de certaines valeurs. Nous, les valeurs de la boîte, c'est quête d'excellence, entraide et simplicité. C'est des valeurs que tu retrouves beaucoup dans le sport. Et dans ce cas-là, comment est-ce que... pourquoi dans l'entrepreneuriat, on dit souvent tu as beaucoup de chances de te planter, y a un énorme risque. Tu étais quand même, je suppose, bien payé quand tu étais en salle de marché à Londres. Derrière, comment tu as abordé cette transition d'un poste prestigieux à Londres avec une très bonne rémunération vers finalement le risque, l'inconnu, au début je suppose en tout cas à minima des revenus plutôt modestes. Comment tu as vécu cette transition ? Ouais. Alors moi c'était assez naturel au final parce que j'ai toujours aimé prendre des risques. Tu vois, c'est quelque chose que je fais depuis
tout jeune dans mes choix. Donc ça a été assez naturel. En revanche, ce qui a été plus complexe, c'est que tu passes à un stade où tu es bon dans ton boulot, parce que tu le fais depuis 4-5 ans, à un stade où tu repars à zéro. Et donc ça, ce que ça nécessite pour moi, et je dirais que c'est le plus important quand tu entreprends, c'est cette capacité de résilience. C'est le fait d'être capable de repartir à zéro, de tout réapprendre, de tout reconstruire, et d'avoir évidemment les montagnes russes que tu peux avoir et ça, tu vois, projet. Je pense que tu as eu une bonne... T'es resté quoi, 4-5 ans, tu disais? Ouais. Une erreur que... Et encore, je dis ça comme si j'avais 45-50 ans, pas du tout. J'ai 27 ans, je vais me calmer, mais de ce que j'en observe, quand je vois des entrepreneurs et eux, justement, des salariés qui n'ont pas osé faire le switch, plus tu attends, plus c'est difficile. C'est une sorte de prison dorée, et quand j'en parle avec... tu vois, moi, j'étais en cabinet de conseil, et j'ai déjeuné avec un ancien manager à moi récemment, qui a quitté le cabinet et qui réfléchit à se lancer en entrepreneuriat. Bah, en fait, il est presque... pieds et poings liés par justement ce reliquat de revenus élevés qu'il avait l'habitude d'obtenir. Et maintenant, tu dis, bah, soit je retourne dans une entreprise, mais soit je vais toucher autant, voire un petit peu moins, parce que c'est pas le même milieu que le conseil, soit je me lance carrément dans l'entrepreneuriat, et là, j'ai aucune garantie. Tu vois, si jamais tu avais attendu peut-être 2-3 ans de plus, est-ce que tu crois pas que ça aurait été 10 fois plus difficile de quitter cette prison dorée? En fait, pour moi, la clé, c'est un choix qui est irrationnel, comme tu dis. Donc, la manière dont je l'ai fait, moi d'ailleurs, je me souviens, ça faisait 1 an que je disais que j'allais partir de là où j'étais, de la BNP, et c'est un coup de téléphone avec un de mes meilleurs potes qui me disait, de toute façon, ça fait 1 an que t'en parles et tu le fais pas. Et donc là, le lendemain, ma démission, elle était posée. Donc tu vois, c'était irrationnel, et j'ai eu besoin de ce coup de fouet pour le faire. Et ça, c'est quelque chose c'est marrant, que j'ai vécu avec pas mal de gens autour de moi. À un moment, il faut que ce soit... pour le passage à l'action, c'est pareil, d'ailleurs, on pourra faire des passerelles dans l'investissement. Les gens savent au fond de ce qu'il faut faire, mais ce qui bloque, c'est le passage à l'action. Et donc, c'est tous les éléments autour qui vont faire que tu vas y aller. Donc moi, il se trouve que ça a été un pote qui m'a poussé, mais ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, mais il faut quelqu'un à un moment qui te pousse à passer à l'action. Et ce passage, toi, ça a été ton ami qui t'a mis un peu un coup de pied aux fesses, c'est ça? Ouais, ça a été un ensemble de choses, mais le fait d'avoir des gens autour de moi qui entreprennent et qui réussissent, déjà, ça a été un gros facteur. Et puis après, moi, j'ai aussi ce côté joueur qui est aussi très lié au sport. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Et donc, ça a été une prise de décision à partir de cet appel-là qui était très rapide parce que ça a été fait le lendemain. Et pourquoi tu l'avais pas fait plus tôt dans ce cas-là? Parce que j'étais trop dans ma tête, je cogitais trop, tu vois, pas... C'était quoi, l'intuition, je l'avais, mais il y a le raisonnement qui venait de dire, mais attends, t'es un des top sales de là où tu bosses, tu connais parfaitement, t'es en situation de confort et de réussite, et qu'est-ce qui fait que tu vas aller tout refaire, tout reconstruire à zéro? Donc quand t'es trop dans ta tête, t'es bloqué à la prise de décision et t'y vas pas. Et t'étais seul à l'époque, seul dans le sens que disaient tes proches ou que pensaient tes proches de ce move? Ça doit faire peur? Non, non, pour le coup, j'ai été bien soutenu, quoi. Moi, la famille de ma femme, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Moi, dans ma famille, j'ai aussi du soutien, mes amis entrepreneurs. Non, là-dessus, tout le monde me disait go. Ok, donc globalement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sentent isolés, ou en tout cas qui n'ont pas un environnement, un entourage entrepreneurial ou de personnes qui sont ouvertes à ces sujets-là, et tu leur parles d'entrepreneuriat, ils vont avoir peur directement, parce que après, à raison, hein, c'est pas qu'ils te veulent du mal, tes proches, c'est qu'ils se disent que c'est tellement risqué, tellement difficile, et eux, ils veulent juste ton bien, et malheureusement, ton bien, c'est pas forcément ton mieux, je pense, pour beaucoup de personnes. Alors pour moi, il y a 2 choses. Il y a déjà la première, moi, il se trouve que c'est mon réseau, puis les gens qui m'entourent. Je dirais c'était il y a à peu près 8 ans, il y avait beaucoup moins d'influenceurs, de communication autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu peux trouver aussi ce soutien, ce mentoring avec des personnes que tu suis sur certaines communautés ou certains réseaux. Donc ça, déjà, ça peut énormément aider. Et le deuxième point, les gens autour de moi savaient que j'étais aussi fait pour ça. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, ce que ça demande, hein, c'est une envie incroyable, jamais baisser les bras, de la résilience,
des capacités aussi de négociation, parce que tu passes ta journée à négocier en interne, en externe, tout le temps. Et donc, ouais, je pense aussi que j'avais le soutien de mes proches, parce qu'ils se disaient, ça peut le faire, ça va le faire. Bah, les compétences, comme tu dis, que tu as mentionnées à l'instant, elles sont importantes, mais je pense que la plupart, elles viennent avec la pratique, avec l'expérience. Et faut pas se dire, ah, moi je suis pas bon en négoce ou en vente ou en que sais-je. Bien sûr, ça va jouer sur tes débuts, et si jamais tu as une capacité, un don pour ces choses-là, ça va t'aider, mais ne pas en avoir ne doit pas être un frein absolu. Surtout que, bah, tu l'as dit, maintenant tu peux avoir des mentors un petit peu partout et aller piocher finalement les compétences chez chacun. Tu peux avoir un mentor pour la partie vente, un mentor pour la partie, je sais pas, recrutement, un mentor pour... Bref, peu importe ce que tu veux. Et ça aussi, c'est un autre point important, c'est quand je commençais à titre personnel, j'entendais souvent, ouais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on a autour de soi. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah moi, autour de moi, il n'y a pas d'entrepreneur, je peux pas me lancer. Ou même, c'est pareil pour l'investissement et les finances personnelles. J'ai personne autour de moi qui investit, j'ai personne autour de moi qui s'intéresse à l'éducation financière. Bah finalement, mon niveau va être la moyenne de ces personnes-là. C'est vrai, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a, et même Internet de manière générale, des blogs, on a accès à la pensée, à la philosophie, aux connaissances, aux compétences de personnes qui sont finalement qui sont inspirantes et qui nous donnent envie de les rejoindre sur ces domaines-là. Donc il n'y a plus d'excuses. Tu vois, aujourd'hui, tu as envie de te former sur la partie investissement, mais tu vas écouter des podcasts, tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas lire des articles de blog, tu peux lire des livres, et peu importe le sujet, tu peux aujourd'hui te vraiment monter en compétences et t'élever, entre guillemets, par rapport à ce cercle proche. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour dire « Ah bah non, autour de moi, les gens sont pas comme ci ou pas comme ça, donc moi, je ne peux pas être comme ci ou je ne peux pas être comme ça. » Alors, je suis d'accord sur la formation sur certains skills. Tu parlais de la négociation, la vente. En revanche, ce qu'il faut avoir, et ça, c'est dur d'être formé, c'est ce feu intérieur qui va faire que tu vas jamais rien lâcher, que tu vas être à fond tous les jours. Ça, quand même, faut l'avoir, tu vois. Je suis d'accord, et en même temps, ce feu intérieur... il peut venir d'un travail d'introspection et non pas de l'extérieur. Tu peux avoir des personnes qui sont plutôt des ondes négatives autour de toi vis-à-vis de l'ambition, peut-être. Mais si jamais au fond de toi, tu fais ce travail de dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je suis certain que quand tu as quitté la BNP, c'était pas sur un coup de tête. Tu disais, ça faisait un an que tu y pensais. Donc tu avais mûri le sujet. Tu y avais réfléchi, et même si parfois tu ne te rendais pas compte que tu y pensais, il s'est passé des choses dans ta vie où ça a fait écho en te disant « Ah ouais, ça confirme cette pensée initiale. Donc tout ça, ça vient d'un travail d'introspection, et si tu fais ce travail d'introspection, je suis convaincu que tu peux développer cette flamme intérieure. Ouais, ça, c'est un grand débat. Pour être honnête, je sais pas. Si tu regardes les entrepreneurs qui à succès, tu as souvent quelque chose qui les lie tous, c'est... cette envie de réussir, ça peut être porté par plein de choses. Ça peut être porté par l'envie de gagner coûte que coûte, ou encore plus fort parfois, la phobie de perdre. Ça peut être l'envie de laisser une trace. Ça peut être une blessure que tu as pu avoir jeune, et du coup tu veux prouver aux autres que tu en es capable. Je pense qu'il faut quand même un moteur très puissant pour ne jamais abandonner. Tout à fait. Et ça, je sais pas. La grande question, c'est ça, je sais pas si ça prend. Et ça s'apprend. Et d'ailleurs, être entrepreneur, ouais, je pense que avant de se lancer, il faut comprendre tout ce que ça implique, tous les sacrifices que ça implique. Ça, on pourra en parler aussi plus tard. Tout à fait. Mais tu l'as très justement dit, ce moteur, il y en a que deux. Je suis convaincu qu'il n'y en a que deux. C'est soit on est tiré vers quelque chose, on aspire à laisser une trace, on aspire à créer une équipe, on aspire à avoir un impact sur le monde. Soit on fuit quelque chose. Soit on veut absolument s'échapper d'une situation dans laquelle on n'est pas bien, un job qui ne nous plaît pas, un environnement personnel toxique, peu importe. Mais malheureusement, je pense que plus souvent, c'est le rejet de quelque chose qui motive... parce que la peur, la crainte, le rejet est souvent, je pense, un petit peu plus fort que l'aspiration. Mais toi, du coup, c'était plus le côté positif d'aspirer à quelque chose. T'étais pas malheureux ou autre dans ton job avant. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, quand on dit entreprendre, mais tu peux entreprendre à être solo entrepreneur. Enfin, tu peux entreprendre à 1, à 5, à 10, à 1000. Tu vois, il y a 1000 manières aussi d'être entrepreneur. Et dès le départ, avec alors Tacotax à l'époque, tu avais en tête de construire une équipe. C'était vraiment un des fondamentaux de l'objectif entrepreneurial. Bah ouais, moi, du coup, je voulais créer un champion français, ensuite un champion européen dans la gestion de patrimoine. Ça a toujours été ça l'objectif.
Et c'était quoi alors l'idée, comment est-ce que tu es passé de bon, je veux quitter mon job à je rentre en France déjà et je monte cette boîte. Comment est-ce que tu as identifié un besoin et pourquoi ce besoin-là? Alors, donc avec mon cofondateur Rodrigue Menego, on était potes, on se connaissait depuis le collège. On a passé un mois à regarder tous les secteurs. Et du coup, le secteur qui nous a plu, c'est le secteur des finances personnelles. Où là, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap énorme entre les connaissances que peuvent avoir les Français et les Européens sur le sujet des finances perso et les connaissances que peuvent avoir les Anglais et les Américains. Et donc là, pour avoir ces réponses-là, on a fait un sondage qu'on a envoyé à 2000 personnes en France. Mmh. On a demandé aux gens, quand on vous parle de finances perso, quand on vous parle de gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et là, les réponses ont été à plus de 90%. Je veux de l'aide sur mes impôts. Donc après, il y a eu l'investissement, enfin l'épargne, l'investissement. Après, il y avait le sujet autour du crédit, qui est un sujet très important pour les gens. Et donc, en fait, on s'est dit, attends, 90% des gens veulent être aidés d'abord sur leurs impôts. Bon, bah, si on veut créer une boîte qui va réinventer la gestion de patrimoine, il faut qu'on commence par la plus grande problématique des gens, qui est j'ai besoin d'aide pour gérer mes impôts. Donc c'est pour ça qu'à la base, Climb s'appelait Tacotax et que le service, au début, était uniquement sur les impôts. Les gens avaient besoin d'aide sur quoi? La déclaration d'impôts, sur réduire leurs impôts? Les deux. Donc déclaration de revenus, en effet, c'est comment comprendre comment bien faire ma déclaration, être sûr que je ne vais pas passer à côté d'avantages fiscaux auxquels j'ai le droit. Et deuxièmement... C'est bien on en parle en ce moment même, période de déclaration d'impôts. C'est la grosse période. Et deuxième chose, vouloir réduire ses impôts. Et là, il y a des dispositifs qui existent pour réduire tes impôts. Mais donc, le choix du secteur, le choix du projet, le choix de l'idée, il est venu non pas d'une motivation interne ou d'un intérêt particulier que toi et ton cofondateur aviez, mais d'une observation du marché et d'une identification d'un besoin fort. Alors, ou est-ce que je surinterprète? Non, si. En fait, aussi, ce qu'il y avait d'important quand on a regardé plusieurs secteurs, donc déjà, le secteur finance perso, financier m'intéressait parce que je travaillais dedans. Moi, je travaillais en finance de marché sur les produits dérivés d'actions, donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Et aussi, quelque chose qu'on a identifié, c'est que moi, à Londres, quand tu prenais l'apéro avec les gens de ta boîte, les gens parlaient beaucoup des produits dans lesquels ils ont investi. Et ça, c'est quelque chose que j'explique toujours, c'est que, en fait, tu as deux manières de générer des revenus, de gagner de l'argent. La première, c'est les revenus que tu vas générer avec ton travail, donc le fruit de ton travail. La deuxième, c'est les revenus que tu vas générer avec ton capital, c'est-à-dire en contrepartie d'un investissement. À Londres, on en parlait, tu vois, t'en parles quasiment tous les soirs. C'est investi dans quel produit? Est-ce que tu es au courant de comment bouge cette action? En France, tu parles jamais de ces sujets, ou quasiment pas. Et donc, j'ai passé aussi quelques calls avec des gens qui travaillaient en conseil, en M&A, et je me suis rendu compte qu'il y avait un boulevard, en fait, pour créer une boîte qui va vulgariser l'investissement, vulgariser les finances personnelles et permettre aux gens de comprendre que si tu investis intelligemment ton argent, bah, tu vas pouvoir générer de l'argent, des revenus. Pour faire quoi? Pour financer des projets de vie, pour devenir plus libre financièrement. Et donc, c'est vraiment ça qui a porté le projet. Et comment t'expliques qu'à Londres, il y avait cette liberté d'expression autour de l'argent, des finances personnelles, de l'investissement, au-delà du côté culturel? En France, l'argent c'est tabou, tout ça très bien, mais est-ce qu'en Angleterre, il y a, je ne sais pas si tu le sais ou non, mais de l'éducation, de la communication de la part du gouvernement ou de la part des entreprises sur ces sujets d'investissement, ou pas du tout? Enfin, comment est-ce que les Anglais se forment à ces sujets-là? Ouais, déjà, ouais, non, ta réponse, elle est dans la question, hein, c'est très culturel surtout. C'est très culturel, et en France, en fait, si tu veux, t'as pas assez cette nécessité d'investir. Mais tu l'as, c'est juste que le système nous fait croire qu'on n'en a pas besoin. Mais... Ouais, c'est vrai, mais quand t'as pas le choix, en fait, quand t'as pas le choix et que tu dois investir pour ta retraite, et que tu dois te renseigner, en fait, sur ces sujets, tu dois savoir dans quoi il faut investir de manière smart pour que, pour que lorsque tu partiras à ta retraite, tu auras des revenus complémentaires qui te permettront de financer tes projets. Donc en fait, c'est une nécessité. En France, tu as moins cette nécessité, mais je considère que c'est un leurre, parce que tu t'emmerdes à avoir un boulot sur lequel tu vas te donner à fond pour générer des revenus,
À côté de ça, tu as une inflation qui est aujourd'hui entre 4 et 5%. Donc si tu places pas intelligemment ton argent, ça revient à en perdre. Donc c'est une vraie nécessité en fait de comprendre comment ça fonctionne et de bien investir. Surtout que même dans les entreprises, tu peux généralement aller chercher des augmentations de 3, 4, 5%. Tu es très content si tu as 5% d'augmentation chaque année, quoi. Et quand l'inflation elle est à 5%, en fait les gens se rendent pas compte, mais tu n'as pas gagné de pouvoir d'achat du tout. Et tu as mentionné le sujet de la retraite, effectivement. Donc je suppose qu'en Angleterre, le système c'est par capitalisation. Donc c'est l'inverse de la France par répartition où tout le monde cotise et après on distribue. En Angleterre, comme aux États-Unis d'ailleurs, c'est le système par capitalisation. Donc chacun s'occupe de sa propre retraite. Tu t'en es bien occupé, tant mieux, t'en profites. Tu t'en es pas bien occupé, voire pas du tout, tu le payes très très cher. Et c'est ce que je suis d'accord avec toi sur le thème de l'heure. En France, les gens pensent être protégés pour leur retraite grâce au système, alors qu'en réalité... on va pas reparler des débats autour de est-ce que c'est carrément une pyramide de Ponzi, il y en a qui peuvent le dire, mais préparer sa retraite aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Le montant moyen des pensions en France, c'est de l'ordre de 1530 €. Je sais pas si c'est une pension que la plupart des Français seraient heureux d'avoir pour leur vieux jour. Et encore une fois, il n'est pas garanti. Il sera dépendant des politiques en place à ce moment-là, quand on partira à la retraite. Et en plus, il y a le sujet de l'âge, qui ne fait que repousser entre 62, 64, 65, et demain on partira à 70. Je ne sais pas si ce système par répartition, il permet aux Anglais de partir plus tôt que les Français ou pas? En fait, là-dessus, ce qui est important, je trouve que c'est très puissant d'avoir un alignement d'intérêts fort entre un épargnant et les grandes entreprises de son pays. Tu vois, je reprends l'exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, comme tu as ta retraite par capitalisation, tu as 30 ans, tu vas t'intéresser à ces sujets, tu vas t'intéresser aux boîtes dans lesquelles tu vas investir. Donc, tu vas être très positif sur les entreprises de ton pays, sur les entreprises qui composent le S&P, le Nasdaq. Tu vas te dire, mais attends, en fait, si nos intérêts sont alignés, parce que si ces entreprises performent bien, mes revenus vont bien performer. Et tu vois, je trouve que ça crée beaucoup de valeur. On n'a pas encore suffisamment ça en France. C'est en train de changer. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui s'attachent justement comme Climb à simplifier, à vulgariser les finances personnelles. Mais je trouve que tu vois, ça crée un super alignement entre les particuliers, les épargnants et le monde de l'entreprise, de l'économie réelle. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors après, on peut tout de même débattre sur le fait qu'il y a beaucoup de grandes entreprises françaises qui sont en réalité détenues par des capitaux étrangers, et notamment dans le CAC 40. Donc est-ce que tu vois, les intérêts sont 100% alignés? Bon, j'ai envie de dire, in fine, ça reste des boîtes qui opèrent en partie en France, et derrière, si ces boîtes performent bien, après, encore une fois, t'es pas obligé, pour préparer ta retraite, d'investir dans des boîtes de ton pays. Ça, au contraire, c'est plutôt même un biais de proximité, où on a les gens se disent je sais pas dans quoi investir, je connais je sais pas LVMH, je vais investir dans LVMH. En réalité, le biais de proximité, il est dangereux pour les épargnants. Ça, on pourra en parler en termes de stratégie d'investissement. Parce que là, ce que tu évoques, c'est la stratégie de diversification. Diversification au sein des zones, des entreprises, en effet, mais aussi tu peux avoir de la diversification au sein des classes d'actifs. Donc, tu peux très bien investir dans de l'immobilier commercial, je sais pas, en France, et investir dans des actions en France, mais aussi aux US et en Europe plus largement. Ouais, tout à fait. C'est ce que, de toute façon, la diversification is the only free lunch, comme on dit. C'est la panacée pour les investisseurs. Bref, on pourra en reparler. Et dans ce cas-là, quel était le souci avec... même si j'ai la réponse, c'est implicite, mais quel était le souci que vous aviez identifié à l'époque avec la finance traditionnelle? Tu disais, il y a un besoin sur la partie impôt, et sur les différents types d'investissements, mais bon, il y avait des solutions qui existent, il y en a d'ailleurs encore qui existent. Quel était le souci que vous avez identifié avec les solutions existantes à l'époque? En fait, si tu reprends le cœur du problème, c'est que, donc si en France, quand il s'agit d'épargne, d'impôt, d'argent, les gens ont très peu de connaissances. Très peu de connaissances, et en plus, ils n'ont pas le temps. Tu rentres du boulot le soir, tu n'as pas envie de t'occuper de ce sujet-là. Et les interlocuteurs sont pas adaptés. Aujourd'hui, le monde de la gestion de patrimoine, c'est majoritairement les banques qui ont ce marché-là.
Sauf que l'expérience, quand tu es couvert par une banque, elle n'est pas suffisante parce que la banque va te proposer des produits internes, maison, donc tu n'as pas d'architecture ouverte des produits, c'est souvent très commissionné, et tu as un sujet aussi d'expérience utilisateur concernant la disponibilité des conseillers et concernant aussi le scope de connaissances. Quand tu es couvert par un conseiller en banque, il ne va pas t'aider sur ta déclaration de revenus, par exemple. Et donc, c'est ça qui nous a fait créer l'entreprise, créer Climb. C'est qu'en fait, tu as un problème qui est identifié, tu as des acteurs en place qui ne proposent pas de résoudre ce problème. En tout cas, qui le résolvent mal. Ouais, mal. Et donc, pour nous, c'était évident qu'il fallait créer un acteur qui permette de simplifier la gestion de patrimoine, de la rendre beaucoup plus accessible, plus transparente, d'offrir une offre de produits beaucoup plus large afin que les gens puissent investir intelligemment leur argent et puissent aussi gérer de manière simple leurs impôts. Et dans ce cas-là, quelle différence avec les services de gestion pilotée qu'on peut déjà voir ailleurs ? Quand tu dis gestion pilotée, tu veux dire des acteurs traditionnels bancaires ou plutôt des acteurs en ligne ? Des néo-courtiers, ouais. En fait, nous, la stratégie de placement, ça a été de... Tu parlais de la diversification, en effet, Holy Grail, comme dirait Dalio, c'est diversification des produits. Donc, diversification des produits, ça veut dire qu'il faut avoir la possibilité d'investir aussi bien dans des contrats d'assurance vie, dans des PER et mettre à l'intérieur avoir des allocations qui sont diversifiées, mais aussi avoir d'autres classes d'actifs, comme l'immobilier, comme du fonds euro, comme du private equity pour des investissements un peu plus risqués, comme de la crypto aussi. Et donc, la logique, nous, ça a été de composer des recommandations d'investissement de sorte à ce que les portefeuilles soient les plus diversifiés possibles en fonction des objectifs du client. Ça, on peut aussi en parler rapidement. Avant de proposer des investissements, évidemment, la première étape, c'est de comprendre pourquoi la personne veut investir. Quels sont ses objectifs ? Est-ce que la personne veut que ce soit un investissement court terme, long terme ? Quel niveau de risque ? Comment vous le définissez, ce profil d'investisseur ? Alors, ça, traditionnellement, c'est fait par un conseiller qui va faire ce qu'on appelle un bilan patrimonial. Donc là, qui dure 1 heure, où il va te poser plein de questions te concernant, pour comprendre ça. Nous, là-dessus, pour que l'expérience soit la plus efficace possible, c'est un mix entre une expérience sur la plateforme, sur le site de Climb, et une expérience avec un conseiller. Parce que ça aussi, c'était un des retours qu'on avait des clients. Les gens veulent une expérience hybride avec l'expertise du conseiller, en chair et en os. Enfin, en chair, en os et en visio, parce que l'expérience se fait en visio. Et en pixel. Voilà. Et la techno. Donc, la manière dont ça opère, le parcours client, on va dire Climb, tu vas sur le site, tu remplis un questionnaire ultra rapide, ça prend 3 minutes. Quel âge tu as ? Quels sont tes revenus ? Est-ce que tu as des crédits ? Une dizaine de questions. Très factuel, quoi. Très factuel. Ensuite, il y a une première étape qui va te montrer les dispositifs d'investissement dans lesquels tu pourrais investir. Une fois que tu t'es documenté sur ces sujets-là, que tu as de l'information, parce que l'information permet aussi de créer la confiance avec le client, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous en visio avec un conseiller. Et donc là, le conseiller, il y a 3 étapes. Une première étape où il va te reposer des questions, mais cette fois-ci, il va vraiment creuser dans le détail pour comprendre quels sont tes objectifs patrimoniaux, pourquoi tu veux investir. Ensuite, il y a une deuxième étape de préconisation. Là, il va te dire les produits les plus adaptés pour toi, je ne sais pas, c'est... le fonds euro, l'immobilier et un peu de private equity, par exemple. Et ensuite, il y a une 3e étape, parce qu'il faut que le client digère tout ça, en parle à son conjoint, sa conjointe, à ses amis, prenne des retours, se documente. Tu as l'étape de signature, où là, le client va investir. Ça, c'est toute l'étape d'investissement. Et évidemment, après, il faut que le client, l'utilisateur, puisse suivre ses investissements. Et donc ça, pareil, il peut le faire sur la plateforme. Et une fois qu'il suit, il se réinforme, et donc il peut réinvestir. Ok, donc vous proposez, donc c'est effectivement par rapport à des courtiers en gestion pilotée qui vont, eux, se concentrer sur, par exemple, un contrat d'assurance vie ou un PER et uniquement se limiter à ce produit-là. Vous apportez une diversification entre les classes d'actifs avec d'autres produits, avec de l'immobilier, avec de la fiscalité, tout ça. Et ensuite, du coup, pour la définition du profil d'investisseur, c'est hybride avec un petit formulaire, mais aussi un échange en visio avec un conseiller. Ça, c'est hyper important et c'est ce que je reproche, tu vois, un petit peu aux courtiers en gestion pilotée habituels, c'est la définition du profil d'investisseur qui se fait avec
comme tu l'as dit, juste un formulaire qui se remplit en 2-3 minutes. À titre personnel, dans mon activité de gestion de patrimoine, quand je fais la phase de découverte et que on veut définir les objectifs sous-jacents à l'investissement de la personne et définir son profil d'investisseur, moi, dans mon activité, c'est une discussion qu'on a qui dure en moyenne 1h30. Et donc, quand je vois qu'il y a des courtiers où en fait tu remplis un petit formulaire en 2 minutes, je dis mais c'est impossible, tu vois, parce que c'est un travail difficile de se poser la question de pourquoi est-ce que je veux investir. Et il y a tellement de personnes qui veulent se lancer dans l'investissement, mais elles savent pas pourquoi. Et si tu sais pas pourquoi tu investis, tu ne connais pas tes objectifs, c'est impossible de les atteindre. Parce que selon tes objectifs, selon ton horizon d'investissement, selon ton appétence au risque, tous ces sujets-là qui demandent un petit peu de l'interaction avec un humain, si tu les as pas en tête, derrière, tu risques de viser à côté. Ouais, alors je suis aligné avec ça. La nuance que j'apporterais, c'est que lors de ce call-là d'1h30, les questions que tu vas poser, tu peux très bien les mettre sur la plateforme. Ok. Tu es d'accord? Tu mets exactement les mêmes questions, tu as une réponse. Oui, mais tu vois, l'interaction, je pense que c'est pas pareil. Donc, je pense que ce que tu décris, c'est en effet le travail de vulgarisation et de simplification. Moi, ce que je vois avec mes conseillers, c'est qu'en fait, c'est un moment, évidemment, de recueil d'informations pour donner de bons conseils, mais c'est surtout un moment où le conseiller va expliquer comment ça fonctionne à l'utilisateur. Et c'est ça que les gens veulent. Dès que tu dépasses, ça nous on l'a constaté parce qu'on avait des parcours d'investissement en ligne, dès que tu dépasses un certain montant, l'utilisateur veut parler à quelqu'un. C'est normal. Tu l'as dit tout à l'heure, on en parlait, le passage à l'action. C'est de sauter le pas qui fait peur. Précisément, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, et beaucoup d'argent, ça peut être relatif pour chaque personne, mais même, tu vois, quand c'est la première fois que tu veux investir, même si c'est 100 euros ou 1000 euros, peu importe, ça fait flipper, quoi, de mettre 1000 euros dans une plateforme que tu connais pas et dans des investissements que tu ne maîtrises pas. Et là-dessus, pouvoir parler à une personne en face, c'est justement ne pas laisser seul, c'est tendre la main, c'est accompagner, c'est y aller ensemble. Ouais, exactement. En fait, une fois que l'utilisateur sait ce qu'il doit faire, il y a un monde entre je sais et je fais. Et c'est quoi Vas-y. Ouais, non, mais donc du coup, le rôle du conseiller, c'est le passage à l'action. Il y a une phrase que j'aime bien. On pense que le risque, c'est d'investir. En fait, le risque, c'est de rien faire. Surtout avec le niveau d'inflation actuel. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, une fois que les objectifs ont été bien compris, que les solutions, les préconisations matchent ces objectifs, il faut quelqu'un qui te relance, en fait, pour que tu y ailles. Ouais, c'est de la pédagogie. Et tu l'as très justement dit, moi, c'est ce que je dis souvent, le plus grand risque. Et même John Bogle, ceux qui connaissent, ce fondateur de Vanguard, qui a créé les fonds passifs, les ETF, etc., il le disait, c'est le plus grand risque que vous pouvez prendre pour votre argent, c'est de ne pas investir. Parce que vous êtes certain de subir l'inflation et de perdre du pouvoir d'achat. Et sur les années, sur les décennies, les gens ne se rendent pas compte, mais même 3% d'inflation, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est énormément de capital. C'est la majorité de leur capital qui est parti, en tout cas de pouvoir d'achat, qui est parti en fumée. Quels sont les freins principaux que vous identifiez quand, de la part de vos conseillers, avec les personnes en face, et ils ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de pas savoir faire, ils ont peur de... Quelles sont les craintes principales? Quels sont les freins? Je dirais que le premier frein, c'est les gens ne franchissent pas le pas de la gestion de patrimoine parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas assez bien ce que tu leur présentes. Dès qu'il y a trop de complexité sur les solutions, sur la préconisation, l'utilisateur n'investit pas. Donc il faut que, et d'ailleurs nous c'est une des valeurs de la boîte, on en parlait tout à l'heure, c'est la simplicité. Simplicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait simple, on reste simple. Et donc faire simple, c'est un message qu'on répète tous les jours, c'est sur le site, sur la plateforme, tous les wordings doivent être simples, les images doivent être simples, les contenus, tout doit être simple, les conseils de la part des experts doivent être simples, parce que si le client ne comprend pas, alors il n'investira pas. Complètement. Ça, c'est le premier frein. Et le deuxième frein, c'est le niveau de confiance. La gestion de patrimoine souffre d'un sujet de transparence, de confiance, et donc tant que l'utilisateur n'a pas confiance dans l'entreprise et dans le conseiller, alors il n'y va pas. Et donc ça, nous, on a compris quelque chose avec Climb, c'est que la confiance, tu l'as
tu arrives à la créer en apportant un maximum d'informations. Et je dirais ça de manière générale dans le business. Moi, je dis toujours à mes équipes, give, 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 et après, receive. Si tu veux recevoir trop tôt, bah, ça ne fonctionne pas. Et donc ça veut dire quoi? C'est une stratégie qui consiste à donner des simulateurs d'aide à la décision, de donner des guides, de donner des conseils. Et une fois que tu donnes suffisamment, et que tu réponds à l'objectif du client, alors bah, tu peux recevoir de la confiance et donc l'utilisateur est prêt à investir. Complètement. Bah ça, et tu l'as dit, c'est vrai en entrepreneur, en business, partout. C'est tu donnes. Et en fait, les gens ont vraiment cette crainte un petit peu de donner, où il y a l'autre biais que j'observe beaucoup dans la gestion de patrimoine, c'est ce que j'appelle le biais de l'expert. C'est-à-dire la personne qui est probablement compétente, mais qui veut paraître plus compétente qu'elle ne l'est, utilise un jargon technique et pense paraître intelligent, mais tout ce qu'elle paraît, c'est incompréhensible. Et derrière, si la personne, tu l'as dit, elle ne comprend pas, elle ne passera pas à l'action. Et c'est, je pense, le plus gros problème des gestionnaires de patrimoine aujourd'hui, c'est de vouloir de vouloir paraître intelligent. Mais sauf que derrière, ça ne vend pas. Et tu vois, moi, ça m'insupporte au plus haut point. J'ai une amie qui est du coup aussi ma cliente en gestion de patrimoine. Elle avait demandé la clôture d'un livret ou d'une assurance vie qu'elle avait ouverte chez sa banque. Et juste, elle demande à clôturer l'assurance vie et la nana lui répond, donc sa conseillère bancaire lui répond, conseillère bancaire qui a changé toutes les 2 semaines à peu près, elle lui a répondu un mail avec que du jargon technique. Moi, en tant que gestionnaire de patrimoine, je comprenais, mais je me disais, mais attends, mais c'est un scandale. C'est vraiment, elle parlait, je sais plus les termes qu'elle employait, mais c'était vraiment pour parler de la fiscalité de l'assurance vie, le prélèvement forfaitaire libératoire, est-ce que vous voulez faire ceci? C'était des questions, mais incompréhensibles. Et je disais, mais ça devrait être interdit, c'est du foutage de gueule, d'utiliser du jargon technique pour parler à des particuliers. Ouais. Alors après, si on analyse ça, le sujet, il peut venir, la cause racine, c'est que ça peut venir aussi de la formation. Tu as beaucoup de masters en gestion de patrimoine qui sont en train d'opérer ce changement. Parce qu'ils ont des retours en fait terrain. Et les retours terrain, c'est les clients, ils veulent que ce soit simple. Mais déjà, dans les cours, tous les dispositifs de formation, il y a beaucoup de mots techniques. Et en fait, au final, c'est assez contre-intuitif parce que ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent, surtout en France, c'est utiliser des phrases courtes et des mots simples. Vulgariser. Et vulgariser. Et pourquoi c'est d'autant plus important en France? C'est qu'en France, sur les finances perso, sur l'investissement, les gens sont délégataires. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas s'en occuper. C'est très différent aux US où les gens gèrent par eux-mêmes. Là, ils veulent se dire qu'ils vont avoir quelqu'un de confiance qui va optimiser leurs investissements, qui va optimiser leurs frais, leur fiscalité. Une fois qu'ils ont ce bon niveau de confiance, c'est « vas-y, j'ai confiance, gère pour moi ». Ouais, après, je pense qu'il y a les deux aussi, tu vois. Moi, j'ai ma formation, j'ai mon programme d'accompagnement où les personnes veulent se former parce qu'elles sont intéressées, parce qu'elles veulent comprendre. Et il y a en fait, tout le monde veut comprendre. Mais il y en a qui veulent comprendre pour gérer par eux-mêmes et il y en a qui veulent comprendre pour pouvoir déléguer intelligemment. Et c'est pour ça, tu connais probablement Guillaume Simonin. Oui, bien sûr. Voilà, sur LinkedIn. En fait, ces feuilles volantes, au début, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est très bien, ça vulgarise des concepts, c'est clair. Mais je me disais, c'est bien, mais je me demandais dans quelle mesure c'était compris et utilisé par des particuliers. Parce qu'en fait, je me disais, ça reste quand même un petit peu technique, mais à qui est-ce que ça parle? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais visé à côté. Sa cible, c'est pas les particuliers. Sa cible, c'est les gestionnaires de patrimoine. C'est ce que j'allais te dire. Exactement. En fait, on dit, je sais plus cette stat, il y a entre 100 et 200 000 boursicoteurs, donc personnes qui vont trader par eux-mêmes. Mais le gros du marché des particuliers, c'est des gens qui n'ont pas envie de le faire eux-mêmes. Ouais, c'est en train de changer, ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi ça change? Ça change à cause de ce manque de confiance dans les intermédiaires institutionnels et traditionnels. Manque de confiance, manque d'éducation financière, aussi sujet de culture. Et ça, c'est en train de changer avec beaucoup de boîtes dans le secteur qui communiquent sur le sujet. Mais ça va prendre du temps. Quand j'échangeais avec, c'était Mounir Lagoun de Finari, il m'avait parlé quand il était, je sais plus où est-ce que c'était, quand il était encore salarié,
la boîte dans laquelle il travaillait, c'était comme plutôt environnement financier. Il y avait des gens qui connaissaient très bien les finances. Et quand il regardait des amis banquiers ou autres, il voyait que leur patrimoine, la gestion qu'ils avaient de leur propre patrimoine était catastrophique. C'est les cordonniers les moins bien chaussés, c'est pas les banquiers qui gèrent le mieux leur propre argent ou les financiers. Comment est-ce que toi tu penses par rapport à ça c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même, mais tu vois, c'est connu que généralement en fait, les banquiers ou les gestionnaires de patrimoine gèrent pas forcément très bien leur propre patrimoine. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et pour toi, est-ce que tu penses que tu gères bien ton patrimoine? Alors sur la gestion, on va dire, du patrimoine, pour moi, il y a 2 choses clés à faire. C'est la gestion de tes impôts et la gestion de tes investissements. Dans cet ordre-là? Non. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre. Quand je dis la gestion de tes impôts, c'est bien gérer ta déclaration de revenus et bien gérer tes impôts. Le plus important pour faire fructifier ton capital, c'est évidemment l'investissement. Mais donc, deux choses principales à faire, c'est bien investir et bien gérer tes impôts. Sur la partie impôts, je fais partie des gens que tu décris. C'est-à-dire que ma déclaration de revenus, je la fais à chaque fois le dernier jour avec Martin de mon équipe, parce que c'est quelque chose sur lequel je délègue, je repousse la date où je vais le faire par manque de temps. Et donc ça, je comprends complètement le fait que tu aies, je ne sais plus cette stat, je crois que tu as 60% des gens qui font leur déclaration de revenus les 3 derniers jours. 60%? Ouais, c'est délirant, c'est pour ça que ça fait sauter les serveurs d'impôts.gouv.fr. Les gens font ça au dernier moment. Prenez de l'avance. Voilà, prenez de l'avance. Et donc en revanche, sur l'investissement, ça c'est un domaine qui m'a toujours intéressé et plu. Et depuis que j'ai 25 ans, j'investis. Donc là, pour le coup, c'est un secteur que je connais bien, qui m'intéresse, sur lequel j'ai appliqué toutes les bonnes pratiques de l'investissement. Donc, c'est magnifique. Alors, tu vas pouvoir nous partager ces bonnes pratiques. C'est quoi les bonnes pratiques de l'investissement, selon toi? Alors, je dirais que les règles d'or de l'investissement, donc déjà, première règle, c'est comprendre dans quoi, toi, tu souhaites investir. Qu'est-ce qui va être important pour toi? Donc, il faut le matcher avec les projets de vie que tu as. Est-ce que tu as besoin d'acheter un appart, ta résidence principale? Est-ce que tu as besoin de mettre de côté pour financer les études de tes enfants? Donc, c'est quoi tes objectifs, tes besoins patrimoniaux? Ensuite, comprendre aussi le niveau de risque que tu es prêt à prendre. Est-ce que tu es prêt à prendre un risque prudent, modéré, plutôt dynamique? C'est vachement important de savoir quel est ton rapport au risque. Pourquoi? Parce que ton rapport au risque va conditionner le rendement de ton investissement. Ensuite, savoir aussi quand est-ce que tu vas avoir besoin des fonds. Est-ce que quand tu investis, tu as besoin des fonds potentiellement dans 6 mois, 1 an, ou est-ce que tu es OK pour les laisser pendant 10 ans? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va conditionner le rendement de ton investissement. Donc, une première étape où, et ça d'ailleurs, soit tu le fais tout seul, soit tu passes par un conseiller qui va te poser ces questions, mais c'est comprendre pourquoi tu veux investir. Donc, les trois étapes, si j'ai bien retenu, c'est comprendre les objectifs sous-jacents à l'investissement, pourquoi tu investis, comprendre ton rapport au risque, avec quelle appétence tu as par rapport à ton risque, parce que ça va déterminer le niveau de rendement que tu peux aller chercher. Et enfin, quel est l'horizon associé à ces différents investissements pour savoir finalement quand est-ce que tu auras besoin de récupérer ton capital. C'est bien ça? Ouais, alors pour moi, tout ça, c'est impliqué dans une première partie, qui est la partie amont. Amont. Pourquoi tu veux investir? Après, je rajouterais juste dans ce bloc-là, qu'est-ce qui va être important pour toi en termes de thématique d'investissement? Donc les convictions personnelles peut-être. Convictions perso. Ok, donc tu rentrerais peut-être les investissements ESG, tout ça là-dedans. Exactement. Ok, très clair. Et juste, tu disais connaître son appétence au risque. Là, comme ça, tu poses la question, je pense, à un Français dans la rue, il va te regarder avec des grands yeux. Comment est-ce que tu estimes, tu mets le curseur par rapport à ton appétence au risque quand tu n'as jamais investi? Là, pour le coup, l'activité de conseil en investissement financier, c'est une activité qui est réglementée. Donc, tu as des questions traditionnelles que tu poses à ton utilisateur pour savoir quel risque il est prêt à prendre. Donc, par exemple, je ne sais pas si les marchés prennent 10%, qu'est-ce que tu fais? Si les marchés perdent 20%. Voilà. Donc, tu as des questions qui vont te permettre de cibler
C'est une dizaine de questions et à la fin, tu sais si tu as un profil de risque prudent, modéré ou dynamique. Ouais, alors tu vois, je les connais ces questions, Ouais. je les ai déjà vues plein de fois. Je pense qu'il y a deux approches par rapport à ça. Il y a l'approche factuelle en répondant à ces questions, mais c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, le petit questionnaire que tu remplis sur Internet. Et puis tu as le côté échange avec un humain et l'appétence au risque, ou plutôt l'aversion au risque. Je pense qu'il y a une vraie discussion à avoir avec la personne par rapport à ses convictions personnelles fortes. Il y a des gens qui, tu vois, en répondant à des questions très factuelles, peuvent avoir un profil plutôt dynamique ou équilibré dynamique. Mais quand tu leur parles et quand tu creuses le sujet, elles vont te dire « Ah, mais en fait, moi, j'ai vu mon père faire faillite 2 fois dans sa vie. Moi, j'ai vraiment peur de perdre de l'argent, etc. » Et en fait, elle va avoir un profil plutôt prudent. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester en surface avec des questions très factuelles, mais se poser des questions, j'ai presque envie de dire, philosophiques et humaines par rapport à soi et à sa conviction, son rapport à l'argent. Ouais, c'est très juste. Il faut coupler les deux, en effet, avec des questions, on va dire, plus techniques, avec des cas concrets, parce que ça parle quand même, et il faut le croiser avec des questions plus d'ordre philosophique sur la prise de risque et sur les expériences personnelles qu'il peut y avoir autour de soi. Donc ça, c'est le premier bloc. Premier bloc, ouais. Deuxième bloc, c'est l'indicateur clé quand tu investis. À ton avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait foi? L'horizon d'investissement. Ouais, l'horizon d'investissement, mais qu'est-ce qui fait que tu vas savoir si ton investissement est bon ou pas? Ah, c'est très dépendant de ton profil et de tes objectifs, mais bon, le rendement. Voilà, le rendement, donc numéro 1, c'est le KPI principal quand tu investis. L'indicateur clé, normalement, quand tu investis, c'est le rendement net. Net. Voilà, net de frais, de fiscalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui devrait être le plus important pour les clients quand ils investissent. Par exemple, aux États-Unis, tu poses la question de qu'est-ce qui est le plus important quand tu investis un particulier, il va dire le rendement. Tu poses exactement la même question à un Français, il va te dire la sécurité de mon investissement. En gros, il dit je travaille pour gagner de l'argent. Quand j'en ai beaucoup gagné, faites en sorte que je n'en perde pas. C'est marrant, c'est ça qui ressort versus le rendement. Donc c'est une philosophie d'investissement plutôt sécu, long terme. Vas-y. Voilà. Mais nous, notre job, c'est d'offrir quand même le meilleur rendement en fonction de la situation du client. Donc le rendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maximiser le couple rendement-risque. Donc une fois que tu as identifié le niveau de risque de ton client, eh bien, tu dois matcher ça avec des solutions qui vont apporter le meilleur rendement possible en fonction de son profil de risque. Et donc là, il y a un travail qui est essentiel à faire, qui est d'identifier les meilleurs fournisseurs de produits, que ce soit dans l'immobilier, dans le private equity, dans la crypto, dans toutes les classes d'actifs, afin de proposer les meilleurs produits à ton client. Je pense qu'avant même de proposer les meilleurs produits, il faut réfléchir aux meilleures classes d'actifs adaptées. Classe d'actifs et fournisseurs de produits. Exactement. D'abord, tu réfléchis à la classe d'actifs, il faut investir X% en actions ou Y% en immobilier. Ok, et quels sont les meilleurs fournisseurs de produits en actions? Quels sont les meilleurs fournisseurs de produits en immobilier? Exactement. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi sur cette question d'optimiser. En fait, ça fait un peu lié à... C'est la frontière efficiente de Markowitz. Bon, c'est lié au marché boursier, mais tu peux l'appliquer à la gestion de patrimoine. C'est vraiment chercher quel est le meilleur couple les monteurs mettaient la frontière efficiente de Markowitz. Savoir où se positionner sur cette courbe. Le souci, c'est que j'observe beaucoup dans mes confrères gestionnaires de patrimoine, que l'approche dont tu as parlé à l'instant, c'est plutôt la sécurité versus le rendement. Et parfois, c'est le besoin et c'est adapté au profil du client et c'est très bien. Mais trop souvent, c'est négligé. Et que ce soit les gestionnaires de patrimoine ou même les banquiers, l'approche sécuritaire est priorisée la majeure partie du temps. Pourquoi? Pas parce que les gens veulent pas que vous gagnez d'argent, mais parce que si demain, ton client... parce que de par la volatilité, par exemple, des marchés financiers, ou de par le risque associé à la recherche d'un rendement important, ton patrimoine peut connaître une chute, parfois, même temporaire. Et quand t'es banquier, t'as pas envie d'avoir ton client qui vient t'emmerder tous les 2 mois ou un mois, même dans l'année, parce que ton patrimoine, il a fait moins 5%, moins 10%. Même si derrière, il va faire plus 20 ou plus 30 l'année suivante, et tout le monde sera content, il va pas venir t'embêter. Mais ce qui est recherché par le banquier, c'est pas la performance pour le client, c'est
la stabilité et la sérénité. Et c'est pour ça que je vois parfois des amis à moi de mon âge, 27 ans, des bons salaires, une bonne stabilité au niveau des revenus, une situation personnelle et professionnelle très stable, très confortable. Tu peux dire toutes les raisons du monde pour que cette personne ait un profil plutôt dynamique, équilibré à la limite, mais plutôt dynamique. Et derrière, les conseillers leur proposent des contrats d'assurance vie avec 50%, 60%, 80% de fonds euros. Moi, ça me sort de mes gonds. Donc, je sais pas, vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous jouez plutôt chercher le rendement ou chercher en priorité la stabilité? C'est pas la même approche. Déjà, pour répondre à ton propos sur les banques, je dirais que les banques, elles sont quand même aussi, les conseillers sont poussés par des campagnes de produits. Donc, un exemple concret, t'es client dans une banque, ton conseiller va faire un bilan patrimonial avec toi, il va te dire... Tu as intérêt à investir dans un contrat d'assurance vie avec un fonds euro et avec ce qu'on appelle des unités de compte. Les produits risqués, des voilà, les produits plus risqués. Mais on sait tous les deux que le conseiller bancaire, lui, il va toucher sa commission, son variable, plus sur les UC. Donc ça vient nuancer aussi ton propos parce que le conseiller a un intérêt, on va dire, financier personnel à pousser des produits plus risqués. Donc, qui dit produits plus risqués, dit produits à meilleur rendement aussi. Tu vois, donc... C'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pas ce que j'observe dans la pratique. Alors après, j'ai envie de dire, certes, ils vont proposer des UC, mais ça va être des UC, ça va être des OPCVM généralement. Donc, c'est les fonds de gestion active. C'est des produits qui sont très chargés en frais. C'est pour ça qu'ils les poussent, parce qu'eux, ils touchent ce qu'on appelle une rétrocession, donc un petit pourcentage de ces frais. Donc, mécaniquement, après, tu te retrouves avec des conseillers bancaires qui vont proposer un contrat d'assurance vie, je simplifie, 50% de fonds euros, 50% d'UC sous forme d'OPCVM. Et en fait, ces OPCVM-là, c'est pas des produits très, très, très performants et surtout surchargés en frais. D'ailleurs, quelle est votre approche par rapport à ça sur les produits financiers, en particulier les contrats d'assurance vie et les PER? Qu'est-ce que vous mettez dedans en priorité entre OPCVM, ETF, etc. Ouais, donc dans les contrats d'assurance vie et les PER, donc dans cette classe d'actifs, nous, la stratégie, c'est on a 4 portefeuilles, un prudent, un modéré, un dynamique et un green. Et dans ces portefeuilles-là, on fait en sorte d'avoir la meilleure diversification possible. Donc, on a plusieurs allocations. Dans le prudent, on va avoir une partie en fonds euros, une partie en actions, une partie en immobilier et une toute petite partie en private equity. Dans la partie modérée, on va avoir ces mêmes classes, mais avec des poids, des pondérations différentes. Parce que faire toucher à l'allocation d'actifs, et notamment à l'allocation tactique, donc vraiment le choix des produits en particulier, c'est très délicat et on peut facilement se faire emporter par soit les craintes excessives du marché, soit au contraire un optimisme injustifié, et derrière prendre des décisions qui finalement sont trop actives. Encore une fois, on en a parlé à l'instant, John Bogle, il le disait, c'est la fréquence avec laquelle tu vas trader ou en tout cas passer des ordres et toucher à ton portefeuille finalement, c'est négativement corrélé à la performance que tu auras en fin d'année, parce que plus tu prends des décisions, plus tu payes des frais de transaction quand il y en a, et plus tu prends de risques de faire des erreurs dans les choix, alors que finalement, et on en parlait à l'instant, la gestion passive, ça reste une façon, voilà, tu as une allocation d'actifs cible, et tu dois en dévier le moins possible, mais il faut pas forcément y toucher trop fréquemment, et je pense que c'est une erreur des particuliers, c'est de justement trop toucher à leur portefeuille. Clairement. Et donc vous, ça va, globalement, vous regardez si trimestriellement il y a besoin de faire des évolutions, mais sinon vous y touchez pas trop, quoi. C'est ça. Ça dépend vraiment du contexte macro. Et au niveau des rétrocessions, ou en tout cas du business model et finalement de votre rémunération, comment ça se passe? C'est des honoraires, c'est des rétrocessions, comment vous fonctionnez? Non, alors nous, c'est pas des honoraires, c'est des rétrocessions des fournisseurs de produits. Donc que ce soit des assureurs, des fonds de private equity, des souscripteurs de CPI, des boîtes crypto, le montant est investi par le client. Et sur ce montant-là, le fournisseur du produit va prendre une commission et il va nous rétrocéder une part de cette commission. Est-ce que vous sélectionnez, vous avez des partenaires qui rétrocèdent quasiment rien ou très très peu, et vous dites on gagne rien sur ces produits ou très très peu, et c'est pas grave parce que ça reste un super produit? Bien sûr, ça c'est un sujet d'entreprise. Moi, ce que j'explique toujours, c'est que une entreprise, pour qu'elle fonctionne, elle doit être alignée entre les intérêts du client et le business model. Et il faut que ce soit un parfait équilibre entre les deux. Pourquoi? Parce que si tu es trop du côté du business model, ton client, du coup, se retrouve lésé.
parfois avec un grand B, si jamais tu es trop du côté du client, ton business model n'est pas assez pérenne et du coup rentable, et du coup la boîte elle fait quoi? Elle finit par crever. Ouais. Donc en fait il faut vraiment être centré, ça c'est hyper important. Et donc dans le choix des partenaires, tu vas avoir des produits en effet qui vont moins nous rémunérer mais qui sont très importants à avoir et à distribuer pour le client. Les ETF par exemple. Voilà, les ETF où tu gagnes quasiment rien. Et tu vas avoir des produits plus rémunérateurs là qui vont permettre d'augmenter le business model de Climb. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut aussi faire en sorte d'aligner les intérêts entre le client, le conseiller et l'entreprise. Et donc ça, nous, on a fait en sorte qu'un conseiller n'ait pas un intérêt à vendre un produit plutôt qu'un autre. Donc que sa commission, son variable, soit le même en fonction d'un produit peu, moyennement ou très commissionné. Ça, c'est par rapport à vos conseillers en interne? À nos conseillers en interne. Parce qu'ils ne sont pas salariés, c'est pas un salaire fixe? Si, ils ont un salaire et puis un variable du coup. Ok, et le variable, il est selon les produits qu'ils auront préconisés, mais indépendamment des produits, la commission est la même. Est-ce que vous avez déjà eu alors cette réflexion de proposer peut-être soit un service alternatif ou en complément, mais bref, facturer des honoraires, ça a déjà été un sujet ou pas du tout? Alors, on a réfléchi à ça. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que quand tu factures des honoraires, tu vas avoir un frein très important côté client. Et du coup, ça va t'empêcher d'apporter la valeur de ton conseil. Surtout quand ça va dépendre du montant d'investissement. Tu as certains family office qui opèrent avec ce business model-là parce que des personnes qui vont placer, je ne sais pas, entre 1 et 10 millions d'euros vont être OK pour payer des honoraires. Quelqu'un qui va placer, mettons, 50 000 euros, si tu lui dis il y a des honoraires de 300, 400, 500 euros, ça va être un énorme frein. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir lui apporter le conseil. Et si tu ne lui apportes pas le conseil, lui, il ne va pas pouvoir investir. Et donc, on avait réfléchi sur le business model et du coup, c'est ce qu'il en était ressorti. C'est vrai que ça permet une accessibilité plus importante, mais pour reprendre l'exemple de Londres, en Angleterre, c'est le modèle des rétrocessions, à ma connaissance, il n'existe plus. En tout cas, tout est en honoraire. Et il y a des débats à l'échelle européenne. J'en avais parlé avec Philippe Maupas dans un épisode sur justement l'interdiction des rétrocessions. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, anticipé, réfléchi? Qu'est-ce qui se passe si demain, à l'échelle européenne, c'est interdit les rétrocessions? Ouais, il y a beaucoup de fonds de private equity, dans le secteur qui observent, qui se renseignent et qui observent ça. Ouais. La question, moi je pense c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que c'est dans 5, 10, 15, 20 ans? C'est très difficile de savoir. On a déjà commencé à faire un changement là-dessus. C'est que sur les contrats d'assurance vie, sur les contrats, sur les PER, nous, il y a deux stratégies cette fois-ci là, pour le business model, pour que les gens comprennent bien. Donc, soit tu vas avoir des distributeurs, des conseillers en gestion de patrimoine qui vont mettre des OPCVM, ou même des banques, qui vont mettre des OPCVM dans les contrats. Et donc là, il y a des gestions actives très chargées en frais. Exactement. Donc là, il y a des rétrocessions qui sont très importantes pour les entreprises. Soit tu vas avoir des boîtes comme Climb qui vont faire en sorte d'avoir le meilleur produit pour le client. Donc là, ça va être l'ETF, moins chargé en frais, performance qui match des grands indices. Et donc là-dessus, vu que tu n'as pas les rétrocessions, que Climb n'a pas les rétrocessions là-dessus, parce qu'elles sont faibles, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter des frais de gestion. De, je sais pas, 0,2, 0,3, 0,4%, des frais de gestion annuels. Et ces frais de gestion vont correspondre à la qualité du conseil, à la qualité des allocations qu'on a pu préconiser aux clients. Très clair. Et dans ce cas-là, parler un petit peu, alors on parle beaucoup d'investissement financier, immobilier, la fiscalité, tout ça, et on en avait parlé plus tôt. La philosophie de Climb, c'est des valeurs liées au sport notamment et à l'investissement en soi. Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que je sais que c'est un vrai sujet pour toi. C'est quoi ta philosophie vis-à-vis de l'investissement en soi sur sa personne? Ouais. Alors sur ce sujet-là, moi j'ai dû investir en moi parce qu'il y a 7 ans, j'ai eu des acouphènes. Des acouphènes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est soit un bourdonnement, soit un sifflement. Pendant 1 an, j'ai essayé de comprendre la cause racine de ça, pourquoi j'ai eu ça. Est-ce que c'est un choc sonore? Est-ce que c'est un problème de positionnement de la mâchoire, de problème d'oreille interne? Enfin bref, j'ai passé 1 an à essayer de comprendre pourquoi j'avais ça. C'était 24-24 ? 24-24, ouais. Et donc, ça a été un épisode très compliqué à gérer d'un point de vue perso.
Et ce qui m'a permis de surmonter ça, ça a été... Alors, j'ai essayé tous les trucs de médecine traditionnelle. Donc, ORL, dentiste, ostéo, tout ça, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est ce qu'on appelle la médecine douce. Donc, ça a été méditation, sophrologie, technique de défocalisation. Et pendant 6 mois, je me suis intéressé, j'ai poncé ces sujets dans tous les sens. Et ça m'a permis de dompter, de maîtriser mes acouphènes. Et donc, j'ai dû investir en moi sur ces sujets, beaucoup sur la sophro, sur la méditation, mais aussi sur la santé, donc sur la gestion du sommeil, la gestion de la nutrition, la gestion de beaucoup de choses. Donc, j'ai dû par nécessité investir énormément en moi. Et ça a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Donc, il y a des hauts, des bas, les périodes très stressantes, évidemment. Ce bruit est gênant. Et s'il y a des personnes qui ont des acouphènes, alors il y a quand même 10 millions de personnes qui en ont en France. 10 millions de personnes sur 7. Ouais, alors, des acouphènes, il y a 2 types d'acouphènes. Il y a les acouphènes temporaires. Tu sors d'un concert, tu vas avoir voilà. Classique, ouais. Et puis tu as les acouphènes permanentes où là, tu les as H24. Et scientifiquement, c'est dû à quoi? Alors là, c'est très technique, mais comme c'est quelque chose qui n'est pas grave d'un point de vue santé. Ouais, tu vas pas en mourir. Ouais. Voilà, tu vas pas en mourir. Et ben, il y a la recherche sur le sujet des acouphènes est encore très light. Quand c'est une question de gène, quoi. Ouais, donc personne ne sait dire aujourd'hui. Personne ne sait expliquer certaines causes des acouphènes. Il y a certaines causes qu'on peut expliquer quand il y a un traumatisme sonore. Donc, imagine, tu passes 3 heures dans une boîte de nuit collée à une enceinte. Et ben, tu peux avoir des acouphènes toute ta vie, il faut le savoir pour ceux qui nous écoutent. Mettez des boules caisses. Ouais, mettez des boules caisses, ou même si tu es exposé à un choc sonore très fort, c'est quelque chose que tu peux avoir. Une explosion. Une explosion, exactement. Et donc, voilà, pour revenir sur le sujet d'investir en soi, donc, déjà pour moi, c'était quelque chose d'important, mais là, avec ces acouphènes-là, j'ai encore plus investi sur ce sujet. Si on le ramène sur le pro, donc sur la boîte, sur Climb, quand on a changé de nom, Climb était un nom assez évident parce que Climb, donc grimper en anglais, ça veut dire faire fructifier à la fois son argent, donc côté client ça avait du sens, mais aussi se développer et faire fructifier son potentiel à titre perso. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens d'utiliser ce nom-là. Et ça matchait aussi avec les 3 valeurs fondamentales de la boîte, je te le disais au début du podcast, qui sont la quête d'excellence. Donc ça veut dire des gens qui sont en quête permanente d'amélioration. De l'itération. L'entraide, des gens qui veulent gagner, mais ensemble. Ensemble, c'est hyper important, parce que comme ça, tu n'as pas des mercenaires, des gens qui jouent solo en interne. Et la simplicité, donc des gens qui font simple, qui sont bien câblés, et qui restent simples. Et qui sont aussi bien câblés côté des soft skills. Et ces 3 valeurs-là font qu'on a une véritable adhésion dans l'entreprise, et on a des personnes qui sont toujours en train de vouloir progresser. Tu vois, moi je dis que la marque employeur de Climb, la valeur numéro 1 qu'on apporte, c'est que chez Climb, les gens, ils vont apprendre comme nulle part ailleurs. Ils vont apprendre comme ça. Okay. Les salariés, du coup. Les collaborateurs. Les collaborateurs. Et comment ça se traduit concrètement, cette incitation à la progression et à l'acquisition de nouvelles compétences? Alors ça passe par plusieurs choses. La première, c'est, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, on disait que quand les gens savent qu'il faut investir, ils ne le font pas parce qu'il manque le passage à l'action. Eh bien, ce que j'ai constaté aussi sur de la formation, sur des conseils qu'on apporte aux équipes, c'est que pour qu'il y ait un passage à l'action, il faut répéter. Ça, s'il y a des gens de la boîte qui m'écoutent, ça va les faire sourire. Et donc, on répète. On répète les valeurs, on répète les bons comportements. Là, quelque chose de concret qu'on a mis en place, c'est chaque lundi, on a un kick-off pour lancer la semaine avec de l'énergie. Et la dernière slide, c'est l'inspiration de la semaine. Et donc, ça va être soit une citation, soit une histoire qui montre que quelqu'un a fait une citation qui va pousser les collaborateurs à se dépasser personnellement. Est-ce que concrètement, je sais pas, vous payez des formations, il y a des formateurs qui viennent dans la boîte pour parler de thématiques, comment... Alors un autre truc concret qu'on fait, on l'a arrêté pendant 2 mois, il faut qu'on le reprenne parce que c'était très chargé, mais on a créé ce qu'on appelle les Summit Breakfast, où une fois par mois,
on fait venir quelqu'un qui a un parcours incroyable et qui vient en parler aux équipes pendant 20 minutes, une demi-heure. Il parle de son parcours et après, tu as une session de questions-réponses de 10 minutes. Alors, vous avez reçu qui, par exemple? On a reçu pas mal de personnes. On a reçu Teddy Riner, Trop bien. qui est actionnaire chez nous. C'est marrant parce que lui, il a un discours... alors, ça a été à la fois entraînant, inspirant, mais aussi très pushy. C'est-à-dire? Lui, pour lui, il y a qu'une voie, c'est la voie de l'excellence. De l'excellence, de la gagne. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas être numéro 3, 2, il faut être numéro 1. Et il ne faut pas être numéro 1 en France, il faut être numéro 1 dans le monde. Ah ouais. Et donc, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut bosser beaucoup plus que les autres. Donc, un discours vachement axé sur l'effort, le travail. L'ambition. Et donc ça, évidemment, ça a porté beaucoup de personnes. Et après, c'est bien aussi quand c'est nuancé avec d'autres choses comme l'entraide. Donc, il avait aussi un discours porté sur comment toutes ses équipes le portent, lui, Teddy, pour qu'il aille jusqu'à la victoire. C'est délicat parce que c'est vrai qu'il fait un sport plutôt individuel, justement. Donc, comment est-ce que tu drives l'esprit d'équipe? Tu vois, quand tu es dans un sport individuel, c'est avec l'équipe, c'est avec les gens qui t'accompagnent, c'est avec les coachs, c'est avec les gens avec qui tu t'entraînes. C'est pas évident, mais finalement, ça se retrouve aussi. Ils ont une boîte derrière eux, ils ont plusieurs dizaines, parfois centaines de personnes derrière eux. Ouais. Ok. Et qui d'autre vous avez reçu? On a reçu Frédéric Jousset, aussi le fondateur de WebHelp et de Art Explora, qui est un entrepreneur incroyable et qui a fait des choses incroyables d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. Donc il a parlé de WebHelp, mais il a aussi parlé du fait qu'il ait gravi l'Everest. Et ça a été très inspirant pour les équipes. Toutes les étapes par lesquelles il a dû passer pour arriver au sommet, avec plein de métaphores sur la résilience et de parallèles sur le monde du sport, du dépassement de soi et aussi de l'entreprise. On a aussi reçu le patron de la DGSE. Donc ça a été top d'avoir quelques conseils. Quelques conseils là-dessus. Ouais. Mais tu vois, typiquement, c'était ces personnes-là, en fait, tu as eu la chance, tu as pu les contacter et tout ça, donc elles ont pu intervenir dans la boîte. Mais derrière, tu peux aussi t'exposer à leur parcours. Je suis sûr, elles ont fait des podcasts, ou à minima, elles ont écrit des livres, où il y a des interviews. Et en fait, on en parlait au tout début, cette exposition autour de soi à l'ambition, à des valeurs, à un esprit d'équipe, à l'excellence, tu peux aller le chercher sans avoir à rencontrer ces personnes en physique. Et pourtant, trop peu de personnes le font aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui nous écoutent et je sais pas, ils ont 30, 35, 40, 45, 50 ans, et en fait, ils ont toujours eu leur voie par défaut, hop, je vais au boulot, métro, boulot, dodo, et en fait, j'ai jamais pris le temps de me demander ce qui m'intéresse vraiment et de développer des compétences qui pourraient me motiver. Par où tu leur conseillerais de commencer pour explorer justement ce développement de soi? Alors moi, ce que je fais là depuis quelques semaines, et qui fonctionne bien pour à la fois mes collaborateurs, mais je l'ai fait aussi avec certains amis entrepreneurs avec qui on échange beaucoup, et là, dédicace à David Nicolas, qui a le podcast Limitless Project, où il t'explique comment développer ton potentiel. Et il y a une matrice dont il parle qui s'appelle faire son X. Et donc son X, c'est la croisée de ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. C'est l'ikigai, ça. Ouais, l'ikigai, exactement, en japonais. Et si tu devais le simplifier, l'expliquer, c'est passer du temps à comprendre où est-ce que tu es bon, clairement, et qu'est-ce que tu kiffes faire. Et trop peu de personnes ont la prise de recul nécessaire sur ça. Et donc ça, c'est très simple. Tu as une matrice, donc tu as deux courbes qui se croisent, et en fait, tu dois écrire là où tu penses que tu es bon. Et pour savoir ça, en fait, il faut demander aux gens. Donc, une technique très simple, c'est tu vas demander à ton entourage. C'est quoi mon truc ? C'est quoi mon truc, quoi. Ouais. Et souvent, ça ment pas. Moi, je sais que quand j'avais demandé ça aux gens, les gens vont te dire, toi, tu lâches rien, tu as envie de gagner. Quand tu as un problème, tu lâches rien tant que ce problème n'a pas été résolu. Et donc, en fait, en demandant à tes proches, selon toi, où est-ce que je cartonne, où est-ce que c'est un no-brainer, je cartonne, et tu vas commencer à pouvoir remplir ton X. Et une fois que tu l'as rempli,
eh ben, faut réfléchir à quels sont les jobs qui vont matcher ça. C'est vrai que savoir ce qu'on aime, c'est plutôt simple. Par contre, savoir ce dans quoi on est bon, c'est peut-être plus délicat et la prise de recul, elle est plus complexe à avoir. Donc, demander autour de soi, moi, tu me vois, je pense qu'un bon exemple, c'est notamment, en tout cas, je trouve que c'est un bon exemple pour moi, c'était vraiment ce que disait ma mère. Tu vois. Je trouve que les mamans, elles ont un sens, une intuition qui est... Alors peut-être c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, quand j'étais petit, j'ai fait des bonnes études, mais elle me disait, non mais tu vois, toi t'as une âme de... Elle disait pas ce terme-là, mais âme d'entrepreneur, tu vois. Et finalement, elle s'est pas trompée. Et tout ce que les mamans disent, je trouve que globalement, c'est plutôt juste. Ouais, t'as raison, en effet. Quelque chose de concret là, que pourraient faire les auditeurs, c'est t'envoies ça à 3 de tes amis. Mais ceux qui te connaissent le mieux. Ouais, voilà, ceux qui te connaissent le mieux, t'envoies ça à 3 de tes amis, 2 personnes de ta famille, et tu leur dis, selon toi, où est-ce que je suis bon et qu'est-ce que j'aime faire. Et déjà, ça va te donner un bon résultat, un bon miroir de... Et je pense qu'on pourrait être surpris certaines personnes pourraient être surprises des résultats, tu vois. Mais tu vois, trop peu de personnes, en fait, prennent le recul sur ces sujets-là. C'est un travail d'introspection, c'est fondamental. Et c'est pour ça que ce soit l'investissement, que ce soit l'entrepreneuriat, je trouve que moi, ces 2 sujets-là me passionnent parce que finalement, ils sont liés à l'humain, à la personne qu'on est au fond de soi. C'est quoi mon rapport à l'argent? C'est quoi la peur du risque? C'est quoi mes ambitions financières, mes ambitions professionnelles, mes ambitions personnelles? Tous ces éléments-là, tu peux y répondre que si tu te poses à un moment et que tu y réfléchis. Et à vivre une vie à 300 à l'heure et à faire métro, boulot, dodo et compagnie, mais en fait, tu te poses pas et tu ne te laisse pas la liberté d'esprit de réfléchir à qui tu es, ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon et ce dans quoi tu t'épanouirais vraiment. Ouais, mais regarde, pourquoi les gens le font pas alors? Parce que moi, je pense que moi, j'ai dû le faire, parce que quand tu es entrepreneur, tu es obligé, toi déjà, en tant que CEO, de te mettre sur ton X. Donc tu dois faire des trucs que tu aimes faire et là où tu es bon. Et ensuite, ce que tu dois faire aussi, c'est avec les personnes clés de la boîte, ton codir, ton comité de direction, tu dois faire la même chose. Moi, j'ai dû faire la même chose. Et après, une fois que tu l'as fait avec ton codir, tu dois le faire avec tous les collaborateurs. Et ça, on est en train de le faire, ça prend un peu plus de temps. Mais tu vois, ça, j'étais obligé de le faire. Parce que, en fait, si tu veux avoir une boîte qui performe, si tu veux créer un champion, tu dois avoir ce niveau d'excellence. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, c'est parce que j'ai été coaché. Et que c'est très souvent une des préconisations des coachs, c'est de faire en sorte que tout le monde soit au bon endroit pour faire exprimer sa zone de génie, pour faire exprimer son plein potentiel. Et donc, tu vois, je me dis que quand tu n'es pas entrepreneur, en effet, tu as raison, tu es pris par le temps et tu n'as pas le temps de prendre le recul aussi, mais il faut réussir à convaincre les gens que c'est une nécessité, qu'il faut le faire. C'est pour ça que j'ai pas dit on n'a pas le temps. J'ai dit on n'a pas la liberté d'esprit. Ouais, c'est ça. Parce que le temps, quand on le veut, on le trouve. Je suis convaincu, et tu vois, même si c'était ne serait-ce que 15 minutes par jour, mais tu fais 15 minutes par jour, en une semaine, tu as réfléchi 3h30 dessus. Sur un mois, tu as réfléchi 15 heures. Enfin, je veux dire, tu veux trouver du temps, tu le trouves. Le sujet, c'est la liberté d'esprit. Et les gens, malheureusement, même s'ils ont du temps, ils sont tellement déjà à fond pris par leur taf ou leur famille ou leurs amis, etc., qu'ils s'oublient eux-mêmes et qu'ils ne se laissent pas la liberté d'esprit de se poser des questions vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. Ouais, complètement. Et j'ajouterais que, on en a parlé plein de fois, c'est marrant, c'est le passage à l'action. Et pour moi, le passage à l'action, il se fait quand tu as un humain qui t'aide et qui te relance pour faire les choses. Et là, je vais donner un exemple. Ma femme a travaillé pendant 10 ans chez Sephora, en marketing. Et elle n'était pas justement à son sweet spot. Et du coup, ce qu'elle a fait, pour passer à l'action, elle a fait un bilan de compétences, elle est passée par une boîte qui justement lui ont donné les outils pour savoir quelles étaient ses zones de génie et quel était son X. Et surtout, ce qui est très smart, c'est qu'ils ont constaté que pour le passage à l'action, en fait, il faut quelqu'un qui t'aide. C'est eux qui l'ont poussé. Et donc, c'est eux qui l'ont fait avec un système de binôme. Donc, tu as un binôme, tu as une personne à qui tu rends des comptes, tu lui parles plusieurs fois par jour. Et en fait, grâce à ça, au fait d'avoir un framework et d'avoir quelqu'un avec qui tu vas parler et qui va t'aider à passer à l'action, il se passe quelque chose de magique. Et du coup, tu vois, ma femme, elle a démissionné. Maintenant, elle fait quelque chose qui lui correspond beaucoup plus,
dans le recrutement, dans les RH et aller à son X. Bah, le accountability, c'est ce qui permet le passage à l'action. C'est, voilà, t'es responsable ou t'es pas redevable, mais voilà, il y a une personne qui est ton responsable finalement et c'est toi qui dois lui rendre des comptes. Et c'est, je pense, la meilleure façon. Et pour beaucoup de personnes, c'est vrai, être coaché, c'est probablement un excellent moyen de mettre le pied à l'étrier et de recevoir parfois des petits coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire. Exactement. Donc, tu vois, je dirais il faut la liberté d'esprit pour le faire, mais je pense aussi qu'il faut quelqu'un pour t'inciter à passer à l'action. Aldric, ça fait un petit moment qu'on parle déjà, mais c'était vraiment passionnant. Franchement, on a parlé de ton parcours, on a parlé d'investissement, on a parlé de gestion de patrimoine, on a parlé d'investir sur soi, on a parlé de Teddy Riner. Il y a beaucoup de choses, c'était vraiment très très riche comme échange. Pour celles et ceux qui voudraient en apprendre plus sur toi, sur Climb, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Le plus simple, c'est LinkedIn. Ouais, c'est là où je suis le plus présent. Aldric Aimier. Ouais, voilà. Donc c'est message sur LinkedIn. Généralement, je réponds. Super. Et dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité sur le podcast ? Alors j'en ai une. Et en plus, au vu des sujets qu'on a évoqués, elle est parfaitement adéquate. C'est Benjamin Cardozo. Et c'est le fondateur d'une boîte dont on va beaucoup entendre parler qui s'appelle Polar Plunge. Et donc Polar Plunge, comme son nom l'indique, c'est la vente de bains froids, de bains glacés. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi les bains froids, les bains glacés ? Parce que l'exposition dans un bain froid permet des choses incroyables, comme par exemple l'amélioration de l'humeur, un boost d'énergie et la réduction du stress. C'est les 3 promesses que tu as quand tu te plonges dans un bain froid de 2 minutes. Tu ressors, max d'énergie. Gestion des humeurs et trop envie d'essayer parce que en plus je suis partisan de la douche froide moi depuis plus d'1 an maintenant et j'ai passé là, c'était mon premier hiver, l'hiver 2023, c'était mon premier hiver dans le froid, enfin avec les douches froides et je valide, mais j'ai jamais fait de bain glacé. Je pense que c'est le next level. Tu viendras, du coup, je t'emmènerai. Avec Benjamin Cardozo, super. Exactement. Écoute, encore un grand merci d'être venu dans le Grand Bain, Aldric, et peut-être à bientôt. Merci à toi.